Bonjour à tous et bienvenue sur cette première fois question de Samarensi pour les abonnés et les non-abonnés. Florent va répondre à quelques-unes de vos questions concernant l'économie et la finance. Florent Lima-Chabert, donc fondateur de Samarensi, agrégé d'économie, conférencier, essayiste, professeur et auteur. Bonjour Florent. Bonjour Julien, je suis très content de vous retrouver les abonnés et les non-abonnés dans cette première foire aux questions de Samari et compagnie, et en particulier liée au mensuel Finance Éthique. Alors la première question, elle nous vient de Damien. Faut-il encore investir dans les métaux aujourd'hui? Alors Damien, c'est une très bonne question. Faut-il encore investir dans les métaux aujourd'hui? Alors, au sein de Samari et compagnie et des analyses que nous faisons au plan économique, notre réponse est extrêmement claire sur cette question. Je ne serai peut-être pas aussi catégorique sur les autres questions, mais sur cette question, oui, évidemment, plus que jamais, il est bon de placer une partie, je reviendrai sur ce que ça veut dire une partie, mais une partie de vos économies, une partie de votre épargne sur les métaux. Mais il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par métaux. Euh, En fait, les métaux, au sein de Samari et compagnie, et dans ce que nous exposons en termes de stratégie d'investissement dans notre mensuel sur abonnement Finance Éthique, c'est en effet un des 4 piliers de la stratégie d'investissement, de notre stratégie d'investissement que nous avons baptisé ADOB. ADOB, c'est le A de action, le D de devise ou de cash, le O d'obligation et le B de bien tangible. C'est-à-dire, les métaux, ils sont où là-dedans? Ils sont dans les biens tangibles. Dans le numéro de janvier, le premier numéro de la lettre de janvier 2021, auquel vous aurez accès d'ailleurs si vous vous abonnez, puisque un abonnement donne accès à toutes les archives, donc aux 12 numéros de l'année 2021. Le numéro de novembre va paraître après-demain. Eh bien, on fait clairement la différence entre ces 4 classes d'actifs, et évidemment que les métaux précieux, on pourra faire une distinction entre les métaux matières premières et les métaux précieux, mais les métaux en général font évidemment partie du pilier des biens tangibles, c'est-à-dire de tout ce qui permet, allez pour le dire vite, de se débancariser et d'acquérir des biens concrets. Ça peut être du vin si vous êtes amateur de vin, ça peut être des tableaux si vous êtes amateur de tableaux, ça peut être des vieilles voitures si vous êtes collectionneur, ou ça peut être évidemment les métaux. Donc par métaux, nous on entend les métaux précieux, c'est-à-dire les ex-monnaies métalliques, qui évidemment étaient des monnaies marchandises qui utilisaient autrefois comme marchandises, comme support, essentiellement l'or et l'argent comme métal précieux. D'ailleurs, en portefeuille, au sein de Finance Éthique, on a de l'or et on a de l'argent. La pondération entre l'or et l'argent, je ne la connais pas, mais on doit être à 3 quarts d'or et un quart d'argent. C'est en tout cas ce qui nous paraît sage chez Finance Éthique. Je n'ai pas encore fait, nous n'avons pas encore fait de dossier sur l'argent, ça ne saurait tarder. En revanche, sur l'or, on vient de boucler un gros dossier dans le numéro d'octobre, qui est paru donc le 1er octobre. Je prévois de faire avec nos équipes un dossier assez conséquent sur la pièce d'or préférée des Français, qui est le Napoléon. Donc, on fera un zoom historique, économique sur le Napoléon, qui est vraiment la pièce emblématique, la pièce d'or emblématique. Donc, dans ce numéro d'octobre, sans vous dévoiler le contenu, on fait aussi un point sur les actifs antifragiles, c'est-à-dire ces actifs antifragiles, c'est le contraire de fragile comme son nom l'indique, mais si je vous avais demandé, avant d'avoir répondu à cette question, ce qu'était le contraire de fragile, vous ne m'auriez pas répondu antifragile. Vous m'auriez répondu robuste, solide. En fait, non, un actif solide ou robuste, il est neutre. Un actif fragile, il se comporte mal par gros temps sur les marchés économiques. Son cours s'effondre et il réagit mal, il perd de la valeur lorsque on entre dans des turbulences économiques. L'actif antifragile, et si je vous en parle, c'est qu'évidemment l'or et l'argent, les métaux précieux en général, sont des actifs antifragiles. Ce sont des valeurs ce sont des actifs qui prennent de la valeur par gros temps économique. C'est quoi un gros temps économique? C'est un moment dans la vie économique où le VIX, c'est quoi? C'est l'indice de la peur, c'est l'indice de la volatilité sur les marchés, commence à s'envoler. En général, on estime, j'en ai parlé dans le numéro de février, on estime que lorsqu'il dépasse 20, ou certains disent 25, 27, on estime que le sentiment de la peur sur les marchés commence à être important.
Et c'est alors que les actifs antifragiles, l'or par exemple, eh bien, commencent à avoir une évolution favorable de leur cours. Et évidemment, comme valeur refuge historique depuis 5000 ans, l'or est antifragile. Il se comporte mieux par gros temps économique. C'est pour ça que l'année 2020, qui a été une année de krach boursier autour de mars-avril 2020, eh bien, on a battu des records sur l'or. L'once d'or a dépassé les 2000 dollars. Et globalement, on a un cours qui, depuis, alors on suit l'or et nous en avons en portefeuille depuis 2014. Et depuis 2014, voilà, sa performance, c'est 20-25% à peu près sur les 5-6 ans. Donc, ça veut dire qu'il fait régulièrement 4 à 5%. Quand on regarde le livret A qui est à 0,5%, quand on regarde d'autres actifs plus classiques ou des produits d'épargne, on voit qu'on est à peu près 10 fois la performance de ces produits-là. Donc, c'est tout sauf négligeable. Donc, évidemment, dans la lettre, on vous donne des conseils beaucoup plus concrets et beaucoup plus précis que je ne vais pas dévoiler ni révéler ici, mais je vous en donne quand même un petit aperçu. On n'achète pas des certificats, hein, on n'achète pas de l'or papier. Il faut toujours acheter de l'or physique et être détenteur, éventuellement en multipropriété, parce qu'on ne peut pas acheter un lingot tous les lundis ou même une fois par mois. Donc, de l'or physique, idéalement placé en dehors de l'Union européenne pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, en dehors d'un circuit bancaire si possible. Hein, on se souvient de la réquisition de l'or par Roosevelt au moment de la crise de la Grande Dépression. Il faut aussi lisser son cours d'entrée, d'accord, un petit peu comme sur le Bitcoin. Je ne sais pas s'il y aura des questions sur le Bitcoin, mais il faut lisser son cours d'entrée. On n'achète pas d'un coup, enfin, on peut acheter d'un coup un lingot, mais lorsqu'on est notre public, ce sont les 18-30 ans. Je rappelle qu'on est le premier institut de formation économique et financière des 18-30 ans. Donc, évidemment, quand on a entre 18 et 30 ans, on ne va pas acheter un lingot. Un lingot, c'est autour de 50 000 euros actuellement. Donc, il faut lisser son cours d'entrée. Enfin, un dernier mot sur cette question. On s'intéressera dans Finance Éthique à d'autres métaux, des métaux matières premières, sur lesquels il nous paraît, dans le contexte inflationniste qu'on est en train de vivre, il nous paraît intéressant de réfléchir, voire de miser. Je vais essayer de faire un dossier sur le platine, un dossier sur le cuivre, un dossier sur l'aluminium, parce que ce sont aussi des métaux sur lesquels il peut être intéressant de se pencher. Voilà, Julien, je crois que j'ai à peu près fait le tour rapidement de ce qu'on peut dire sur la question des métaux, métaux matières premières, métaux précieux. Merci pour cette réponse. On va passer à la deuxième question qui nous vient de Mathilde. Pourquoi et comment stopper l'inflation du prix de l'essence? Oh là là, alors l'inflation, ça c'est un gros sujet. J'espère que toutes les questions ne seront pas aussi compliquées. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus court aussi. L'inflation, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très politisé aussi et qu'on a beaucoup abordé dans la lettre. Désolé de faire référence à la lettre, hein, mais c'est quand même le contenu très fouillé, hein, que nous produisons tous les mois, 10 rubriques inédites tous les mois. Notamment, je crois que c'est dans l'édito du mois d'octobre, on a fait un point sur l'inflation énergétique. Il faut savoir de quoi on parle. On a actuellement une inflation qui est essentiellement drivée par la hausse du prix de l'énergie, des énergies. Je m'étais livré à quelques prévisions d'inflation dans le numéro d'avril, qui s'avèrent à peu près conformes, puisqu'on devrait être autour de 3% d'inflation, un petit peu moins en Union européenne fin 2021. Et puis, on s'est penché dans le numéro de septembre, dans un article que nous avons mis en ligne d'ailleurs sur le site internet gracieusement. Nous avions fait le point sur l'ensemble des actifs qui permettent de jouer l'inflation, qui permettent d'améliorer un petit peu sa performance en jouant l'inflation. Et j'ai formulé un certain nombre de recommandations là-dessus. Il y a évidemment les matières premières, mais pas les métaux précieux, mais pas seulement. Alors, sur la question de l'inflation, je vais faire un petit détour théorique. Je suis prof, donc j'ai ce défaut-là. Sinon, je ne vais pas pouvoir expliquer et vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que je pense qu'il faut faire pour stopper, et si on peut, l'inflation, en particulier l'inflation énergétique, et en particulier ce qui concerne bien évidemment les Français, l'essence et les carburants en général. J'ai fait mon plein hier pour pouvoir partir un peu en vacances. Donc, effectivement, je confirme que la note est salée.
une note à 3 chiffres pour la première fois. Donc, bon, effectivement. Donc, ma théorie, et ce n'est pas que la mienne, évidemment, c'est celle essentiellement de Milton Friedman, grand économiste du XXe siècle, au niveau de l'inflation, c'est que c'est un phénomène monétaire. Voilà. Vous apprenez sûrement à l'école, nous avons tous bien appris notre catéchisme économique, qui dit quoi? Qui dit « Ah ben l'inflation, c'est la hausse des prix ». Oui, mais la hausse des prix, d'où vient-elle? C'est un phénomène monétaire. C'est un phénomène d'accroissement de la masse monétaire qui provoque, et on saute cette étape souvent, qui provoque une hausse. Et une hausse qui n'est pas n'importe laquelle, une hausse cumulative, donc un cercle vicieux, et une hausse durable, il faut que ça dure, des prix à la consommation. Mais le phénomène, à la base, est monétaire. Donc, on sera probablement pas très loin des 3% en Europe à la fin de l'année. Donc, il y a effectivement une poussée inflationniste. Pour l'instant, on ne peut pas parler d'un dérapage de l'inflation, mais ça a quand même poussé les banques centrales à envisager de lever le pied, même si ça n'est pas… Madame Lagarde n'a pas annoncé cela hier, mais on sent que d'ici décembre, elle devrait l'annoncer. Madame Lagarde, c'est la présidente de la Banque centrale européenne. Donc, ça a poussé les banques centrales à envisager de lever le pied sur les politiques non conventionnelles, sur les rachats d'obligations, donc le financement directement de la dette des États par les banques centrales, même si les traités, notamment européens, l'interdisaient, voire à moyen terme à envisager une remontée des taux qui reste quand même extrêmement problématique compte tenu des stocks de dette souveraine que nous avons. Aujourd'hui, avec 115% de dette en pourcentage du PIB en France, il est très clair que si on relève ne serait-ce que d'un demi-point ou d'un point les taux, eh bien, la France est virtuellement ou pas, on ne va pas rentrer dans ces débats, mais en faillite. Donc, il y a 3 points importants, il me semble, à bien comprendre au niveau de l'inflation. Et ensuite, je donnerai mes solutions, enfin, ce que je considère en tant qu'économiste comme des solutions sérieuses. D'abord, c'est qu'actuellement, l'inflation, elle se limite au prix. C'est-à-dire qu'on passe des coûts de production qui s'élèvent, le coût des carburants, par exemple, pour les entreprises. Je rappelle que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, dès qu'on veut produire quelque chose, il faut de l'énergie. Donc, si l'énergie coûte plus cher, évidemment, ça va se répercuter sur les prix. Mais pour l'instant, si vous voulez, pour qu'on ait un cercle vicieux de l'inflation, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. C'est-à-dire que, considérant que les prix à la consommation augmentent trop, les entreprises se décident aussi à augmenter les salaires. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il y a quelques poussées salariales aux États-Unis. Amazon, par exemple, vient d'annoncer des hausses de salaire. On sait également que dans l'hôtellerie-restauration, comme ils peinent à recruter, évidemment, pour attirer davantage de monde, ils vont probablement et sont en train d'augmenter les salaires. On a vu qu'au 1er octobre, le SMIC en France a augmenté, je crois, de 30 ou 35 euros brut. Donc, on voit qu'il y a quelques signes, mais on n'est pas encore dans une boucle prix-salaire. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Et donc, globalement, en dehors de l'énergie, qui est un cas un peu particulier, on a une poussée inflationniste qui est, pour l'instant, ça paraît bête à dire comme ça, mais pour l'instant, temporaire. En tout cas, les indicateurs montrent que ça peut rester transitoire. Deuxième point, ce que nous regardons attentivement chez Finance-Éthique, et ce qui compte en économie, quelle que soit la valeur et la variable que l'on regarde, c'est la dynamique. C'est plus embêtant de passer de 1% d'inflation à 2% d'inflation que de 10% à 11%. Pourtant, dans les deux cas, on augmente bien d'un point. Mais dans le premier cas, l'inflation double, puisqu'on est passé de 1% à 2%, on a augmenté de 100%, alors que lorsqu'on passe de 10% à 11%, elle n'augmente que de 10%. Donc, dans un cas 100%, dans un cas 10%, alors qu'on est passé de 1 à 2% dans un cas, de 10 à 11%. Tout ça pour dire quoi? Non pas pour vous abrutir de chiffres, mais pour vous montrer que ce qui est important en économie, c'est l'accélération des phénomènes économiques. C'est la dérivée seconde pour faire 3 secondes de mathématiques. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la dérivée première. Et donc, lorsqu'on a ça en tête, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. Est-ce que ce taux d'inflation, qui effectivement est en train d'augmenter, est-ce qu'il accélère? Oui, sa vitesse est positive, mais est-ce qu'il accélère? Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'avoir en tête. Ça, c'est ma deuxième remarque. Et ma troisième remarque, qui débouchera sur mes solutions, rassurez-vous. Mathilde, je vais essayer de… Je n'ai pas oublié ta question. Le problème central, c'est l'inflation énergétique. Actuellement, on le sait, on le sent, on le voit dans sa facture de carburant comme moi hier, ou évidemment dans les factures de gaz, d'électricité, tout ça. Le problème central, c'est que cette inflation énergétique, on essaie depuis plusieurs mois
dans la lettre de se pencher sur les raisons profondes, il y a une conjonction de facteurs. Il y aurait eu un seul de ces facteurs, probablement qu'on n'aurait pas l'envolée des prix du pétrole ou l'envolée des prix du gaz ou de l'électricité que nous connaissons. Premièrement, il y a la crise sanitaire. Il y a la déstabilisation de toutes les chaînes de valeur suite aux différents confinements de l'année 2020 et même de l'année 2021. Donc, c'est d'abord la demande qui s'est effondrée, puisqu'on ne pouvait plus bouger, etc. L'offre, évidemment, s'est adaptée, a suivi. Et je vous rappelle qu'en avril 2020, je crois, les contrats à terme sur le pétrole ont atteint des prix négatifs. On n'avait jamais vu ça. Et aujourd'hui, on est, je crois, à peu près à 85 euros le baril. Donc, on renoue avec les plus hauts de 2014. Deuxièmement, donc déstabilisation de chaîne de valeur. Deuxièmement, on a un vif rebond de la demande. Là, c'est la reprise. On voit bien selon les pays, mais globalement, on a un vif rebond de la demande avec des capacités de production énergétique en face qui ne suivent pas, qui se sont endormis pendant la crise du Covid et qui s'étaient déjà endormis depuis plusieurs années. En matière d'énergie, ce qu'on appelle le cycle, je vous renvoie, il y a un très bon article Wikipédia là-dessus, je ne vais pas le commenter, ce qu'on appelle le cycle du cochon ou le cycle du porc. Si on l'applique à l'énergie, eh bien, on comprend qu'on a des cycles au niveau de l'énergie qui sont extrêmement longs. Il faut investir pendant des années pour continuer, si vous voulez, en permanence à pouvoir extraire de l'énergie, en particulier du pétrole, que ce soit des pétroles non conventionnels, pétrole de schiste, etc., bitumineux au Canada, pétrole de schiste au Texas, etc., ou du pétrole plus conventionnel comme en Arabie, avec évidemment des coûts qui sont différents. Donc, le fait que ces investissements, depuis 2, 3, 4, 5 ans, aient été en panne, notamment aux États-Unis, eh bien, permettent de comprendre qu'aujourd'hui, alors qu'on a un vif rebond de la demande, eh bien, l'offre ne suit pas. Évidemment, si la demande explose à la hausse et que l'offre ne suit pas, eh bien, le prix du baril de pétrole, évidemment, crève le plafond. Ça paraît évident. Donc ça, c'est pour bien comprendre. Puis il y a une troisième raison, ce sont les cartes géopolitiques qui sont en train d'être rebattues. Je vous renvoie à la crise des sous-marins avec l'Australie. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Le rapport, c'est que c'est une mesure de rétorsion des Américains vis-à-vis du fait que la France, l'Allemagne notamment, ait conclu avec la Russie ce fameux contrat sur le gazoduc Nord Stream 2. Donc, si vous voulez, les cartes géopolitiques sont en train d'être rebattues. On est en train d'augmenter notre dépendance au gaz russe. Et puis surtout, en toile de fond, il y a l'idée fixe de la transition énergétique. On ne sait pas trop ce qu'on met dedans. L'économiste, mon confrère Philippe Erlin, vient de sortir un rapport très intéressant via l'Institut Thomas More, je crois, qui s'intitule Cancel Economy, sur précisément les arnaques liées à la transition énergétique, sur l'escroquerie intellectuelle que constitue la transition énergétique lorsqu'on ne l'explique pas. Donc, en fait, transition énergétique, très bien, comme disait le général de Gaulle, on en est à la transition énergétique, puis on saute comme ça sur son fauteuil, comme un cabri, non pas en parlant de l'Europe, mais en parlant de la transition énergétique. Mais en réalité, on ne sait pas de quoi on parle, et surtout, rien n'est prêt. Quand je dis rien n'est prêt, ça veut dire qu'on dépend encore massivement du pétrole. 90% à l'échelle mondiale du mix énergétique mondial, ce sont les énergies fossiles, et on nous dit qu'on a un claquement de doigts, on doit demain tous rouler en Zoé ou je ne sais pas quoi. Donc, le problème, il est là. Puis, l'électricité, il faut la produire. Donc, j'en viens aux solutions pour Mathilde. Les solutions, ce n'est pas le chèque énergie de M. Castex. Ce bidule, cet hélicoptère monnaie qui ne dit pas son nom, c'est 100 euros par ménage, par Français qui gagne moins de 2 000 euros net par mois, ça va coûter la bagatelle de 4 milliards d'euros. Mais 100 euros, c'est quoi? 100 euros, c'est le montant du plein que j'ai fait hier dans ma voiture. Donc, ça veut dire que c'est 100 euros comme ça, one shot, et avec ça, ça doit soulager mon budget carburant pour toute l'année. C'est 4 litres d'essence par mois, si on proratise sur toute l'année. Donc, c'est n'importe quoi. C'est une mesure électoraliste qui, en plus, consiste à dire continuez, braves gens, à acheter du pétrole. De toute façon, avec ces 100 euros, vous ne pourrez pas faire vos courses. Vous ferez uniquement un plein d'essence. Et donc, ça va continuer à renflouer le budget de l'État. Donc, non, un litre de carburant, c'est 60% de taxes. Donc, si on veut soulager le budget des ménages des Français, c'est extrêmement simple, il faut baisser les taxes de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 points.
Tout est possible, jusqu'à 60 points, puisque c'est 60%, mais c'est ça la solution. Premièrement, pas de chèque. Il faut réinvestir, quitte à vous choquer, mais c'est ce que se propose de faire ExxonMobil, par exemple. Il faut réinvestir dans l'énergie fossile. Sinon, vous ne parviendrez pas à faire baisser le prix du carburant. Je viens de l'expliquer. Et de toute façon, ne nous leurrons pas. On peut comme ça agiter des solutions miracles, mais ne nous leurrons pas. Dans les 10, dans les 20, dans les 30 années peut-être qui viennent, nous allons encore fortement dépendre de l'énergie fossile. Donc, si on ne réinvestit pas, eh bien, on va dans le mur. Et puis, on a beaucoup parlé de l'électricité. Eh bien, il faut pouvoir produire cette électricité. L'électricité, ça ne tombe pas du ciel. Je veux bien que ponctuellement, on utilise des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, mais ça, c'est un autre sujet qui ne paraît pas être sérieusement la solution. Non, il faut investir aussi dans l'énergie nucléaire massivement. Nous étions des leaders mondiaux, il faut retrouver ce leadership dans le champ du nucléaire. Donc, baisser les taxes, réinvestir dans le fossile et dans le nucléaire. Là, éventuellement, on pourra faire baisser le prix de l'essence. Merci pour cette réponse. On va passer à la troisième question qui nous vient de Mathieu et il demande dans quoi investir lorsqu'on débute. Alors, dans quoi investir lorsqu'on débute? Eh bien, déjà, on consacre une petite centaine d'euros à s'abonner à Finance Éthique, c'est-à-dire qu'on investit en soi et on se dit que, surtout que 100 euros, si Mathieu, Mathieu bénéficie comme tout le monde d'un crédit d'impôt de 30%, donc ce n'est pas 100 euros, en réalité, il sera remboursé par le fisc d'un crédit d'impôt de 30 euros, donc ça lui coûtera 70 euros. 70 euros, je pense que Mathieu a 70 euros à consacrer à se former, à bien comprendre les sujets dont on parle typiquement aujourd'hui. Donc ça, c'était la petite page de publicité qui n'est pas inutile. Je voudrais rappeler à Mathieu que 75% de la performance d'un portefeuille, ça dépend, vous allez me dire, de ce qu'il y a dedans. Oui, mais il faut être précis. Ça dépend je vais utiliser un gros mot puis je vais l'expliquer, ça dépend de la stratégie d'allocation d'actifs, c'est-à-dire de la diversification entre les classes d'actifs et non au sein de chaque classe. Alors là, j'en ai peut-être perdu la moitié, je précise. Les classes d'actifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est A, D, O, B. Les actions, les devises, les obligations, les biens tangibles. C'est ça les 4 classes d'actifs. À la limite, ce qu'il y a à l'intérieur, que vous ayez dans le compartiment actions, que vous ayez acheté du Nike, du Amazon, du Air Liquide ou du LVMH ou je ne sais pas quoi, c'est moins important et ça pèse, si vous voulez, à peu près 25% de votre performance de portefeuille. Mais la répartition que vous avez choisie entre ces 4 classes d'actifs, ça va porter et ça va apporter 75% de votre performance. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, la part consacrée aux actions, si vous êtes très frileux, vous mettez 20% par exemple. Si vous êtes plus risk-taker, vous mettez 50, 60, 70%. Ça dépend de votre âge aussi. Évidemment, plus vous approchez de la retraite, ce qui a priori n'est pas notre public, mais pourquoi pas, eh bien, vous allez mettre moins d'actions et plus d'actifs liquides. Donc ça, c'est plus déterminant, comme je viens de le dire, que le type d'action sur lequel vous placez. C'est important de bien choisir ces actions. On a d'ailleurs un autre produit qui s'appelle Fintic, qui analyse dans des études synthétiques de valeur, soit des entreprises que vous voulez qu'on regarde, soit des entreprises sur lesquelles nous nous sommes déjà penchés, et on vous dit si c'est le bon moment, si c'est une bonne idée ou pas d'acheter ce titre, et puis surtout si c'est le bon moment, parce que ça peut être une bonne entreprise, mais pas le bon moment. Je ne vous cache pas qu'actuellement, il y a plein de bonnes entreprises évidemment, mais les marchés étant assez hauts, il faut vraiment faire du stock picking extrêmement précis. Donc, je reviens sur ces 4 actifs pour répondre à Mathieu. Les actions, ce sont des titres de propriété. Donc ça, c'est du solide. Vous êtes propriétaire d'un titre et vous participez à la hauteur du capital que vous apportez au capital de l'entreprise. Cela vous donne droit, évidemment, donc droit de vote à l'Assemblée générale, plus-value au moment de revendre l'action si vous l'avez bien choisi, et puis surtout, dividende, c'est-à-dire une partie du profit de l'entreprise qui vous est chaque année reversée. Si elle verse des dividendes, mais nous recommandons systématiquement des titres d'entreprise qui versent des dividendes. On a en France la chance d'avoir un indice, le CAC 40, qui est extrêmement varié, avec des entreprises très solides qui versent des dividendes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher très, très loin. Deuxièmement, les devises. Les devises, on en parlera peut-être une autre fois, mais voilà, il faut ouvrir un compte multidevises. Il y a des monnaies qui se comportent mieux en temps de crise. Le dollar néo-zélandais, par exemple, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une économie qui est portée par l'agriculture et par l'industrie agroalimentaire. Donc, si on pense qu'il va y avoir des pénuries alimentaires, ça peut être bien d'avoir un peu de dollars néo-zélandais en portefeuille. Le franc suisse est une monnaie solide. Le renminbi, donc le yuan, la monnaie chinoise,
on pourra en parler une autre fois, mais c'est une monnaie qui est très solide pour tout un tas de raisons, qui a de bons fondamentaux, notamment pendant la crise Covid qui s'est renforcée. Le yen est une monnaie, la monnaie japonaise, qui se comporte en général très bien pendant les périodes de crise, la couronne suédoise aussi, etc. Bon, donc il y a des choses à faire au niveau des monnaies. Deuxième compartiment. Troisième compartiment, les obligations. Les obligations, c'est des contrats. D'accord ? Ce ne sont pas des titres de propriété. Dans le numéro du mois de novembre que je viens de boucler, que nous venons de boucler, il y a un gros dossier, je viens de faire un gros dossier sur l'assurance vie. Et donc, attention, parce que dans ces assurances vie, la plupart du temps, vous avez précisément des obligations souveraines. Donc, vous avez des titres de dette de pays européens, français notamment, qui ont monétisé la dette Covid, la crise du Covid, c'est-à-dire qui ont, à plus ou moins longue échéance, condamné la valeur de leur monnaie à s'effondrer. D'accord ? Je pense au dollar, je pense à l'euro, et je ne donne pas très cher de la peau du dollar ou de la peau de l'euro. Et donc, il y a des choses à faire au niveau des obligations, mais en se tournant vers d'autres horizons, d'autres pays, d'autres monnaies qui sont beaucoup moins à risque. Il faut comprendre, avec une obligation, vous prêtez à un État. Donc, il faut se forger une conviction sur ce que vous pensez de la solidité de cet État. Quatrièmement, les biens tangibles. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, c'est essentiellement les métaux précieux, l'or, l'argent. Je mettrai aussi dans ces biens tangibles, bien que ce ne soit pas totalement tangible, les cryptos. Je ne sais pas s'il y aura une question sur les bitcoins, mais les cryptos. On a fait un gros dossier sur le bitcoin au moment où je m'y suis vraiment fortement intéressé, c'est-à-dire au mois de mai, en recommandant d'ailleurs de commencer à se positionner là-dessus. Voilà. Une dernière chose je ne sais plus qui a posé la question, Mathieu, je crois. Mathieu. Il ne faut pas confondre risque et volatilité. D'accord ? Une obligation d'État français, par exemple, c'est très peu volatile, il n'y a pas de problème, mais c'est risqué quand on regarde les fondamentaux des comptes publics français. 115% de dette, presque 10% de déficit en 2020, etc. Bon, une action Michelin, c'est beaucoup plus volatile. Je n'ai pas d'action Michelin, donc je prends cet exemple volontairement. Une action Michelin, c'est très volatile. Ce n'est pas la plus volatile de la cote, mais c'est très volatile. Mais c'est beaucoup moins risqué en réalité. Sauf à ce que vous pensiez que dans 10 ans, Michelin aura fait faillite, ce dont je doute fortement. Donc, la clé, c'est, on vous dit, c'est facile, il faut diversifier vos actions au sein du compartiment action. Oui, bien sûr, mais dire ça, c'est oublier que le plus important lorsqu'on débute, c'est de diversifier les classes d'actifs. Voilà. Moi, pendant de nombreuses années, je me suis efforcé d'avoir toutes les classes d'actifs. Voilà. Comme des chevaux que vous alignez dans des boîtes. Je suis amateur d'équitation et cavalier moi-même. Donc, vous mettez les chevaux dans les boîtes à l'hippodrome, ce que ça s'appelle les boîtes, là, les stalles, avant qu'ils partent, avant que les portes ne s'ouvrent. Donc, vous alignez. Donc, les chevaux, ce sont les différentes classes d'actifs. Puis après, vous voyez lequel va gagner et lequel va l'emporter. D'accord ? Mais il est important de disposer d'à peu près toutes les classes d'actifs. On peut parler de l'immobilier, on peut parler des sociétés civiles de placement, les SCPI, ça c'est la pierre papier. On peut parler de plein de choses. Le vin, si on est amateur, moi je ne m'y connais pas assez pour… voilà, ou les voitures, pareil, je ne m'y connais pas assez pour… Bon. Mais après, si vous voulez, ça va dépendre de vos appétences et de vos goûts. Voilà. Voilà pour débuter mes premiers conseils. Merci pour cette réponse. La quatrième question, nous vient de Vincent et nous demande combien de temps dure un investissement. Longtemps, Vincent. Longtemps. Chez Samari et compagnie et dans Finance Éthique, on a un credo qui est le long terme. D'accord ? L'objectif chez Finance Éthique, c'est de protéger votre épargne. C'est de lui donner un second souffle. Ce n'est pas de faire des coups. Ce n'est pas de faire de vous des traders et de faire du day trading, essayer de capter 10%, 20%, 5%, 45% sur la journée, sur la minute. Il y a des ordinateurs, il y a des logiciels, il y a des algorithmes qui font ça très, très bien. Nous sommes des cerveaux, nous sommes des humains. Et donc, ce qu'on a en portefeuille, on le garde longtemps. Ça ne veut pas dire qu'en quelques années, et c'est le cas sur certaines des lignes du portefeuille action, on n'ait pas déjà fait x2 ou x3. Bon, ça c'est très bien. Mais c'est d'ailleurs pas parce qu'on a fait x2 ou x3 qu'on a vendu. Quand on solde la ligne, on vous le dit, et il n'y a aucune raison de le faire quand ça fait 1 an, 2 ans ou 3 ans qu'on vient d'acquérir les titres. Si on a bien choisi et qu'on a confiance et foi dans ces entreprises, alors on les garde longtemps. Alors, c'est quoi longtemps ? Je rappelle que la bourse, donc pour placer des actions,
c'est un placement long terme. D'accord ? L'objectif des marchés boursiers, des marchés financiers, c'est de financer des entreprises sur le moyen long terme. Donc, c'est vraiment fourchette basse, c'est au moins 1 an, mais on dit en général qu'une bonne durée de détention d'une action, c'est 6 ans, 7 ans. Et je ne serais pas choqué qu'on les garde 8 ans ou 10 ans. D'accord ? Donc, je dirais 6-7 ans. 6-7 ans, c'est d'ailleurs la durée pour amortir un crédit immobilier d'une résidence principale, pour amortir les intérêts, pour amortir les frais de notaire. Donc, ça ne paraît pas délirant de dire 6-7 ans. Pour la pierre papier, donc des parts de bureaux, des parts de commerce, des parts de… Voilà. Donc, ce qu'on appelle des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Bon, ben là, en général, vous avez recours à un effet de levier par un crédit. Donc, pareil, tout de suite, vous n'avez pas une liquidité totale. On est plutôt sur 10 ans, 12 ans, 15 ans. Bon. Un crédit locatif, si vous voulez acheter un appartement à la montagne ou je ne sais pas où, à la mer, pour le louer, dans le cadre d'un dispositif Pinel ou un dispositif d'amortissement type LMNP, donc location meublée non professionnelle. Bon, pareil, il va falloir probablement contracter un crédit, donc vous devez amortir le bien sur 15 ans, 20 ans, et en plus, pour pouvoir bénéficier d'un achat hors taxe, donc pas de TVA, eh bien, il faut garder le bien longtemps. Donc, longtemps. Les prêts participatifs, j'en ai parlé dans le hors-série de cet été. J'ai parlé de la possibilité, par exemple, que vous avez de prêter à des entreprises qui ont sollicité en 2020 ou en 2021 des PGE, des prêts garantis par l'État pour se sortir de la crise Covid. Donc là, ça peut être un peu plus court, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend au moment où l'entreprise souscrit. En général, le PGE, c'est 2 ans, avec une période où elle ne rembourse pas, et une période où vous allez commencer à voir revenir votre capital avec, évidemment, les intérêts. Les métaux précieux, là, on est sur du très long terme. Hein. On ne va pas commencer à faire des allers-retours, notamment sur l'or. Il y a une fiscalité qui est favorable en fonction de la durée de détention. J'ai fait les calculs dans la lettre, je crois que c'est dans le numéro d'octobre. Je n'ai plus en tête, mais c'est en dizaines d'années que cela se compte pour ne plus avoir d'impôt sur la plus-value. C'est pour moi, pour nous chez Finance Éthique, l'or et l'argent, c'est un placement pour la retraite. Voilà. Donc moi j'ai 37 ans, vous voyez, je suis dans l'or et l'argent depuis 2014, donc vous voyez que mon horizon est très long. Pour les devises, c'est peut-être sur le Forex, Foreign Exchange, c'est peut-être le compartiment sur lequel on peut faire des allers-retours plus fréquents et plus rapides. Donc là, on peut être sur une durée de détention, mais bon, ce n'est pas quelque chose que nous pratiquons beaucoup. Il faudrait probablement s'y pencher davantage un jour dans la lettre, mais on peut identifier des devises qui ont du potentiel et les garder voilà, quelques années. Voilà. Après, on n'est pas non plus… de même qu'on ne propose pas de day trading chez Finance Éthique, on ne propose pas non plus de trading sur les monnaies donc à court terme. Donc, la clé pour Vincent, c'est d'être patient, c'est de comprendre surtout qu'on ne place du coup, évidemment, que de l'argent immobilisable sur ces périodes qui sont, vous l'avez compris, des longues périodes pour la plupart. Notre réponse, on va passer à la dernière question qui nous vient de Bruno et qui demande le rôle du Bitcoin dans un scénario type hélicoptère monnaie, comme on vient d'en parler, hyperinflation et monnaie numérique, monnaie refuge ou piège à gogo. Ah oui, le Bitcoin. Ah, voilà une question sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, monnaie refuge ou piège à gogo? Bon. Et les crypto-monnaies en général. Oui, il y a des pièges à gogo au sein des crypto-monnaies. Alors, on a fait un gros dossier sur Bitcoin dans le numéro de mai. Je l'ai dit tout à l'heure, auquel je renvoie les abonnés, personnes déjà abonnées ou toute personne qui s'abonnerait et qui aurait ainsi accès aux archives. Donc, la plupart de nos monnaies, donc là, je vais parler un peu des monnaies, la plupart de nos monnaies ne sont plus, je l'ai dit tout à l'heure, ou ne seront bientôt plus des monnaies. C'est un scoop ou pas, mais ne seront plus des monnaies parce qu'elles ne permettent plus de réserver de la valeur dans le temps. D'accord ? Au Venezuela, entre le moment où le billet sort de l'imprimerie et au moment où vous l'utilisez, il a déjà perdu 10, 20, 50, 1000% de sa valeur. Dans les années 20, l'hyperinflation des années 20, on payait les salariés allemands 2 fois par jour, et non pas 1 fois par mois, 2 fois par jour, en raison de cette inflation. Voilà. Parce que le montant sur les coupures était en permanence griffonné et on ajoutait 1 0, 2 0, 10 peut-être pas 10 0, mais enfin 3 0 pour tenir compte de cette inflation. Donc, je rappelle les 3 fonctions d'une monnaie. C'est une unité de compte,
c'est un intermédiaire d'échange et c'est une réserve de valeur. Et je suis en train de dire que depuis à peu près 1970, depuis que Nixon, c'est même le 15 août 1970, depuis que Nixon a mis fin à la convertibilité hors du dollar, eh bien, nous avons ce qu'on appelle des monnaies fiduciaires, des monnaies fiat, qui n'ont plus de valeur que la confiance qu'on accorde à ce bout de papier. Tant qu'il y a de la confiance, c'est très bien. Quand il n'y a plus de confiance, il y a une fuite devant la monnaie et les acteurs économiques recherchent des valeurs refuges. On a parlé de l'or, mais les cryptos, et en particulier le Bitcoin, peuvent constituer, je vais essayer d'être un peu plus précis, mais ces alternatives intéressantes. Donc, si vous voulez, nos banques centrales font n'importe quoi avec les monnaies, notamment, je l'ai dit, depuis 1970. Donc, elles sont en grand danger. Et on l'a vu pendant cette crise Covid, le dollar et l'euro ont servi à monétiser la crise, c'est-à-dire à payer directement au niveau des banques centrales, à racheter de la dette des États souverains. Et donc, ça, c'est très mauvais pour nos monnaies. Dans cet environnement, est-ce que tout le monde fait comme ça? Pas du tout. Il y a des malins. La Banque centrale russe, la Banque populaire de Chine, la Banque centrale chinoise, augmentent depuis des années et des années dans une opacité assez grande, mais les fonderies suisses, les fonderies d'or suisses le confirment, augmentent leurs réserves en or. Donc, il n'est pas à exclure que les Chinois préparent un yuan appuyé ou adossé à l'or, une espèce de yuan étalon or. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et ils préparent d'ores et déjà un yuan numérique. En Europe, nous avons pour 2025, 2026, 2027 un projet, terrible d'ailleurs au plan anthropologique et civilisationnel, ça c'est un autre sujet, mais un projet et qui a à voir d'assez loin pour l'instant, mais en réalité pas très loin avec le pass sanitaire, un projet d'euro numérique qui serait directement émis par la Banque centrale. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une très mauvaise nouvelle pour les banques commerciales, les banques de second rang, LCL, Société Générale, etc. C'est la fin de leur monopole d'émission, enfin de création monétaire. Bon. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître depuis 2009 pour le Bitcoin? On voit apparaître des cryptos qui sont une révolution aussi grande que l'apparition des produits dérivés au début des années 90 sur les marchés boursiers. C'est une révolution qu'il faut regarder de très près. Et il y a une crypto-monnaie, ou je préfère dire crypto-actif, qui est au-dessus des autres, évidemment, par son antériorité, par l'effet réseau dont elle dispose, parce qu'elle a déjà réagi très positivement à des attaques d'États souverains comme la Chine, qui d'un coup a décidé de fermer toutes les fermes de mineurs. Bon, bah, ils sont allés au Salvador ou au Kazakhstan, je ne sais pas où. Eh bien, c'est évidemment le Bitcoin. Le Bitcoin est en train de devenir, enfin, d'acquérir, si vous voulez, ces trois fonctions de la monnaie. Réserve de valeur de plus en plus, c'est devenu une des deux monnaies officielles au Salvador, par exemple. Intermédiaire d'échange, après avoir dit oui, puis non, puis oui, bah, Tesla dit bah, vous allez bientôt pouvoir payer nos véhicules en Bitcoin, et des enseignes les acceptent déjà. Donc, intermédiaire d'échange, oui. Unité de compte, oui, avec des systèmes un peu techniques de stablecoin pour compenser un petit peu la volatilité du cours, très bien. Mais je pense que le Bitcoin, cette révolution, assise évidemment sur la blockchain, on ne l'arrêtera plus. Voilà. On ne l'arrêtera plus. Donc oui, c'est volatile. Oui, ça dépend du prix de l'électricité, puisqu'il faut bien miner la crypto, en particulier le Bitcoin. Mais c'est, à mes yeux, et nous y avons réfléchi beaucoup chez Finance Éthique, c'est une pièce décisive du puzzle dans la reconquête de nos libertés individuelles, de nos libertés économiques. C'est une grosse épine dans le pied de l'oligarchie mondiale et même mondialiste. Donc, je pense qu'à titre d'assurance, donc en y mettant 1 à 2% de son patrimoine ou de ce qu'on place, à titre d'assurance, il est bon d'avoir un peu de Bitcoin. Comme pour l'or, et on vous donne des techniques dans la lettre, il faut lisser le cours d'entrée. Et puis, il faut évidemment faire ça, je viens de le dire, à dose homéopathique, parce qu'effectivement, c'est volatile. Il est assez courant qu'on fasse plus 15, moins. À noter que vous pouvez également commenter sous cette vidéo. On prendra des questions que nous traiterons dans la prochaine FAQ, donc cette fois de novembre. Et d'autres FAQ seront également disponibles pour les abonnés uniquement. Voilà. Et donc, évidemment, l'usage, c'est de mettre des pouces bleus en dessous de la vidéo, tout ça, vous abonner, bien évidemment. Voilà. Donc, nous, l'objectif vraiment, et je terminerai là, chez Samari et compagnie, avec l'ensemble de nos services, en particulier Finance Éthique,
eh bien, c'est de vous apporter une valeur ajoutée pour vous réapproprier votre épargne. Vous voyez bien que l'État est en train de tirer à boulet rouge sur l'épargnant et ça va aller de mal en pis. Et voilà, si nous pouvons contribuer à ce que cela vous fasse un peu moins mal et voilà, à ce que les coûts soient amortis, et même plus qu'amortis, hein. Le but, c'est pas de devenir millionnaire, le but, c'est de sauvegarder son patrimoine. Je vous ai dit depuis 2014, plus 20-25% sur l'or et l'argent, un portefeuille d'actions si vous ne le constituez pas n'importe comment et on peut vous y aider à travers nos études de valeur, bon, ben, il n'y a pas de raison qu'il ne prospère pas, etc. sur les 4 classes d'actifs que je viens d'évoquer, actions, devises, obligations, bien tangibles. Voilà, je terminerai sur cet acronyme et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle foire aux questions. Merci à tous, merci Julien. Au revoir. Au revoir.